Bonjour à tous et bienvenue au Petit Palais. Merci d'être si nombreux encore aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Piètre, qui est maître de conférence à la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris. Pauline Piètre travaille sur l'histoire politique et l'histoire comparée de la France et de la Grande-Bretagne au XIXe et au XXe siècle, notamment sur les relations franco-britanniques, sur l'opinion publique, la presse. Elle vient de co-diriger un livre publié l'année dernière qui s'intitule 1914, Neutralité, neutralisme en question, chez Peter Lang. C'est avec grand plaisir que nous allons vous écouter et nous vous remercions infiniment pour avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation et je remercie bien sûr le comité d'histoire de la ville de Paris pour son invitation. Je suis ravie de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreux. Alors, en août 1870, Victor Hugo décide d'entreprendre l'écriture d'un recueil que vous connaissez et qui sera publié en 1872 sous le titre de L'année terrible. Il commence son écriture en août 1870 et va la terminer en juillet 1871. Il commence ainsi « J'entreprends de compter l'année épouvantable, et voilà que j'hésite, accoudé sur ma table. Faut-il aller plus loin? Dois-je continuer? France, au deuil, voir un astre aux cieux diminuer. N'importe, poursuivons, l'histoire en a besoin, ce siècle est à la barre, je suis son témoin. » Effectivement, ce recueil débute avec la guerre franco-prussienne de 1870, en juillet 1870, et il s'achève donc en juillet 1871, alors que la France a donc subi une guerre relativement terrible, une défaite, un traité de paix humiliant, et après que la capitale ait été meurtrie par un siège de plusieurs mois, et ensuite évidemment par l'épisode sanglant de la Commune. Donc cette année terrible illustre bien ce que subit la France pendant ces 12 mois. Mais en réalité, si la France est au premier chef concerné par ce qui se passe, il est évident que c'est un événement majeur pour l'histoire européenne. Et l'illustration d'ailleurs de l'exposition en ce moment au Petit Palais sur les impressionnistes à Londres en exil, donc à partir de 1870, montre bien que l'ensemble de l'Europe est concerné et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne au premier chef également. Donc notre propos aujourd'hui, c'est d'observer le regard de nos voisins britanniques sur cette année terrible et on va essayer de comprendre surtout comment ils nous observent, quel est l'intérêt qu'ils ont et qu'ils portent aux événements que la France subit à ce moment-là. Et puis surtout, nous allons aussi essayer de comprendre plus largement pourquoi un tel intérêt, car vous allez voir, ils sont vraiment intéressés et préoccupés par ce qui se passe en France. Pourquoi un tel intérêt et surtout qu'est-ce que ça signifie aussi pour eux et surtout aussi comment ils nous observent, pour quelles raisons, quelles sont les raisons aussi de la façon dont ils vont réagir. Alors lorsqu'on parle du regard des Britanniques, il faut être un peu clair sur ce que l'on évoque parce que je ne peux m'appuyer que sur les témoignages de ceux qui s'expriment, de ceux qui écrivent. Donc évidemment, mes sources principales, ce sont la presse, les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, les revues, mais également les correspondances, notamment d'intellectuels connus à l'époque et qui ont une certaine influence, mais également les archives diplomatiques, qui sont assez intéressantes, et les archives parlementaires, où évidemment beaucoup de choses s'expriment à ce moment-là. Je vais essayer, parce que puisqu'on parle du regard des Britanniques, évidemment le regard est pluriel toujours, mais il y a tout de même des idées générales qui émanent de l'opinion publique. On parle déjà d'opinion publique. Donc vous avez quand même des sentiments généraux, des sentiments qui représentent assez largement ce que pense l'opinion de l'époque. Cependant, il faut toujours différencier les milieux libéraux et les milieux conservateurs qui s'expriment en Grande-Bretagne. Alors en 1870 et 71, nous sommes sous un gouvernement libéral, sous Gladstone, et le principal opposant, est donc le conservateur Disraeli. Évidemment, nous sommes sous le règne de la reine Victoria. Alors, en partant des sources que j'ai pu consulter, je vous propose d'étudier ce regard des Britanniques en 3 temps.
Tout d'abord, au début des hostilités entre la France et la Prusse, la France est perçue comme l'agresseur et elle va être assez critiquée outre-Manche pour cette raison-là. Ensuite, très vite, au gré des défaites et des difficultés pour l'armée française, il y a un sentiment un peu de commisération, un petit peu d'inquiétude aussi, et de compassion vis-à-vis de cette pauvre France qui subit la défaite. Et puis surtout, l'intransigeance aussi prussienne, puis l'intransigeance allemande, notamment au moment du traité de paix, va faire en sorte que l'opinion anglaise va commencer à évoluer également, en s'interrogeant sur à la fois le rôle de Bismarck et le rôle de l'Allemagne dans cette guerre, mais aussi sur son propre rôle. C'est-à-dire que l'Angleterre, où elle se situe dans ce nouvel équilibre européen, elle s'interroge aussi là-dessus. Et puis, dernier point, il faut effectivement évoquer pendant ces 12 mois l'épisode sanglant de la Commune. L'épisode sanglant de la Commune est un épisode qui est mal compris aussi par les Anglais et qui les choque profondément. Je vous expliquerai pourquoi. Et notamment cet épisode de la Commune fait que les Anglais vont s'interroger aussi sur le modèle français, sur la nature française, vous voyez, la nature, le caractère français, et sur les capacités aussi de la France à trouver son système politique. Donc on reviendra aussi là-dessus à la fin. Donc nous allons tout de suite débuter sur les débuts de la guerre et le regard que les Britanniques portent justement sur les événements. Alors, sur les débuts du conflit franco-prussien, nous sommes évidemment sous le Second Empire, sous Napoléon III, et il faut savoir que l'origine de la guerre franco-prussienne est à trouver en Espagne. Effectivement, tout commence en Espagne, puisque les Espagnols ont chassé leur reine Isabelle II du trône en 1868, et depuis, ils cherchent un souverain. Et leur choix va se porter sur un prétendant prussien, Léopold de Hohenzollern, qui est un cousin catholique du roi de Prusse, Guillaume Ier. Et les Cortés, donc l'Assemblée espagnole, acceptent ce prétendant le 2 juillet 1870. Très vite, la France va réagir de manière très négative en disant qu'il n'est pas envisageable que nous ayons un souverain allemand à l'est de nos frontières, mais également au sud-ouest. Donc la France va réagir assez durement, et notamment par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le duc de Gramont, qui dès le 5 juillet indique tout de suite que la France est prête à sauver ses intérêts et son honneur et à accepter de remplir son devoir sans hésitation ni faiblesse. Autant vous dire que ce discours qui est tenu au corps législatif, c'est-à-dire l'Assemblée de l'époque, impressionne péniblement, ce sont les termes qu'il utilise, l'ambassadeur anglais Lord Lyons, qui est présent donc en France sur une durée, vous voyez, relativement longue, qui est assez inquiet, car effectivement les possibilités de guerre entre la France et la Prusse sont déjà dans les esprits, en tout cas, des milieux diplomatiques. On sait que c'est quelque chose de possible et de peut-être envisageable. En Grande-Bretagne, ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont réagit la France, et notamment la presse française est très, très impulsive face à cette proposition espagnole. Et il faut savoir que les Britanniques, la presse britannique, réagit tout de suite en disant que l'attitude espagnole est tout à fait provocante et inutile pour un peuple aussi impulsif et querelleur que la France. Effectivement, le Times, par exemple, qui est un journal indépendant mais assez proche des milieux libéraux, indique qu'il n'est pas étonné d'assister à une explosion de colère chez un peuple qui a l'esprit militaire. Pareil, le Morning Post, qui est plutôt conservateur, qui ne doute pas que le peuple français est prêt à soutenir une guerre avec vigueur. Donc, ouais, on est début juillet, donc on voit bien les inquiétudes. Alors, pour calmer les inquiétudes françaises, finalement, ce fameux prétendant, Léopold de Hohenzollern, va renoncer à la couronne, et la presse britannique s'en félicite en se disant que, enfin, la guerre est derrière nous, ou en tout cas la crainte de la guerre est derrière nous. Cependant, les Français décident d'aller plus loin, et notamment poussés par Gramont, qui a un rôle assez négatif dans cette histoire, pousse l'ambassadeur de France à Berlin, le comte Benedetti, à en fait insister auprès du roi de Prusse
Guillaume Ier, pour lui demander de, à l'avenir, officiellement dire qu'il n'autorisera plus jamais un candidat de sa famille sur le trône d'Espagne. Il faut savoir que Benedetti vient poursuivre le roi de Prusse qui est en train de prendre les eaux à Ems et qui a autre chose à faire que de parler à l'ambassadeur français. Et donc il va être éconduit et cet événement va être habilement utilisé et exploité par Bismarck, qui va l'utiliser en écrivant cette fameuse dépêche d'Ems, qui va être envoyée aux journaux anglais et qui est rédigée sous un terme assez provoquant, c'est vrai, pour la France. Et là, l'esprit français se réveille, s'excite, et vous le savez, le 19 juillet 1870, la France va déclarer la guerre à la Prusse. Juste un mot avant. Il faut savoir que Lord Granville, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Gladstone, est effectivement très, très inquiet de cette situation. Et il est particulièrement inquiet lorsqu'il entend, donc le 15 juillet 1870, Émile Ollivier, chef du gouvernement français, dire à la tribune du corps législatif qu'il accueille l'idée de la guerre d'un cœur léger. Alors là, vraiment, autant vous dire que la presse britannique commence à s'inquiéter vraiment. Alors il faut savoir, voilà, donc là c'est la proclamation donc, de l'empereur, et l'empereur qui va prendre la tête de ses troupes. Alors là, à partir du 19 juillet et dans les jours qui suivent, il y a une dénonciation très nette du bellicisme français lorsqu'on lit la presse britannique. Vous avez notamment la reine Victoria qui parle de la conduite indigne des Français. La France et le gouvernement de l'Empire sont à ce moment-là en proie aux condamnations les plus virulentes. La presse va cibler l'empereur et le gouvernement impérial. Et ce qui va être surtout critiqué, c'est l'autoritarisme du régime. Effectivement, comme par exemple va l'écrire John Stuart Mill dans les correspondances qu'il a à cette époque, il écrit la chose suivante. « Pourvu que la France apprenne de ces tristes événements, que lorsqu'un peuple abdique la direction de ses propres destinées et se résigne à ce qu'un gouvernement fasse de lui un simple instrument de sa volonté, il est condamné à supporter toutes les conséquences de ce qu'il a laissé faire en son nom. » Pareil pour le libéral proche des milieux radicaux, John Morley. La France s'est montrée comme une nation conquérante qui, malheureusement, dit-il, a été encouragée dans cette voie par un système centralisateur et réactionnaire. Le Times ne dit pas autre chose lorsqu'il considère que la situation est l'ultime résultat d'un gouvernement personnel. Vous voyez, une critique très acerbe, en tout cas, du régime impérial. Vous avez tout de même quelques voix qui étaient plutôt favorables à Napoléon III et qui sont visibles quand même à cette époque, notamment le grand poète George Meredith, qui considère qu'effectivement, il comprend en fait la conduite de la France et la situation telle qu'elle était présentée, eh bien, c'est normal que la France réagisse. Donc il a plutôt une vision positive. Pareil, le prince de Galles, alors ça c'est important, le prince de Galles est francophile depuis toujours, et lors d'un toast qui évidemment n'est pas passé inaperçu, il prend fait et cause pour la France, très clairement. Autant vous dire que ce toast remarqué a été critiqué par sa mère et il a eu droit à des remontrances de la reine Victoria, puisqu'effectivement la reine Victoria, elle, en tout cas à ce moment-là, penche très clairement en faveur de la Prusse. Je vous rappelle que sa fille aînée, Victoria, est mariée au Crown Prince, c'est-à-dire le fils de Guillaume Ier, le futur Frédéric III. Alors, vous avez également le poète Robert Browning, qui lui aussi considère que la France, en fait, a été insultée par la situation espagnole et par la Prusse, et qu'il est normal, là aussi, qu'elle réagisse. De même, vous avez des journaux plutôt conservateurs, comme le Sunday Times ou le Spectator, qui expliquent que la France a été poussée à la guerre par la Prusse. Donc, voilà, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impression générale est que les Français se sont quand même laissés emporter par leur bellicisme et qu'il s'agit aussi d'une tension qui existe depuis déjà quelques années entre la France et la Prusse.
Et c'est ce qui explique cette planche illustrée de John Tenniel, qui est un grand illustrateur de l'époque et notamment qui a illustré de nombreuses planches dans le journal satirique Punch. Punch, qui est assez connu, qui est assez proche plutôt des milieux libéraux. Et là, il montre donc Napoléon III face à Guillaume Ier, et qui s'intitule Un duel à mort. Et vous avez Britannia, qui est représentée, cette femme, c'est en fait Britannia, qui est représentée, et Napoléon III lui fait comprendre qu'il faut qu'elle reste en dehors, c'est une vieille querelle de famille, et qu'ils doivent se battre. Donc voilà comment les choses sont aussi représentées. Alors, l'hostilité, donc au départ, vous l'avez compris, la dénonciation de ce bellicisme fait que l'opinion anglaise est plutôt hostile vis-à-vis de la France, en tout cas au début du conflit. Le Times donne d'ailleurs le ton tout de suite en prenant très clairement position contre la France. Le Times qui, à l'époque, est un journal donc, de référence pour la classe cultivée et aisée britannique. Alors, voilà le Times. Très vite, donc, vous avez tous les journaux. Là, je vous montre des journaux à la fois le Times, donc plutôt des proches des milieux libéraux, même si c'est un journal qui se veut très indépendant. Le Reynolds Newspaper, qui est plutôt proche des radicaux. Et puis le Daily Telegraph, plutôt proche des conservateurs. Vous voyez, c'est pas très illustré à l'époque. Je vous prends des unes de l'époque. Et c'est 3-4 pages, 4-5 pages maximum, pas tellement plus. Toujours est-il que pourquoi je vous montre ça? Parce que les journaux vont se passionner pour ce qui va se passer en France, à la fois pendant la guerre franco-prussienne, mais aussi pendant toute cette année où les choses vont durer. Quand je dis qu'elles se passionnent et qu'elles s'intéressent, ce n'est pas quelques articles de temps en temps. C'est quasiment parfois la totalité. Alors quand je dis la totalité, j'exagère, mais prenons l'exemple du Times. Par exemple, en août-septembre 1870, les 3/4 des articles sont consacrés à la situation française. Sur l'année, cette fameuse année terrible, vous avez à peu près 30%, j'ai fait un calcul, 30% des hebdomadaires, des éditoriaux qui sont consacrés à la situation française. Donc c'est pour vous montrer l'intérêt et surtout la capacité aussi pour le public d'être informé. Et vous avez donc, puisque ça passionne, vous avez aussi des intellectuels qui vont prendre la plume. Par exemple, John Stuart Mill, je vous l'ai dit, qui est un homme donc plutôt libéral, mais très favorable à l'émancipation individuelle, qui est féministe. Enfin, c'est un personnage assez, d'ailleurs un peu inclassable, mais assez intéressant, qui va écrire d'ailleurs dans le Times essentiellement. Et Thomas Carlyle, le grand historien britannique, qui est l'historien de la Révolution française, qui a d'ailleurs plutôt contribué à donner aux Britanniques une image très négative de la Révolution française, qui va prendre la plume aussi pour écrire dans le Times. Et puis Frédéric Harrison, qui est aussi donc qui est plutôt proche des milieux radicaux, donc plus à gauche que les libéraux, et qui est d'ailleurs l'homme qui va essayer de mettre en place l'école positiviste en Grande-Bretagne. Et donc on voit bien, et lui aussi, il va prendre la plume dans les journaux, dans la Reynolds Newspaper, dans d'autres, dans des revues comme la Fortnightly Review, etc. Donc vous avez des intellectuels qui vont prendre la plume, donner leur idée, et la presse qui suit cela avec beaucoup d'intérêt. L'hostilité affichée contre la France se poursuit notamment au moment où l'on apprend le 25 juillet, le Times et le Daily Telegraph qui publient le même jour un texte qui émane de la Prusse et qui est en fait une publication d'un texte qui avait été discuté entre Bismarck et la France et Napoléon III sur la question de la Belgique. Et en fait, il était question que la France accepte que la France accepte que les États du Sud de l'Allemagne puissent se réunir au nord, je ne rentre pas dans les détails, et en échange de la bonne intention française, eh bien, les Allemands, enfin les Prussiens, auraient accepté que la France prenne la Belgique. Et vous le savez, les Britanniques sont très attachés à la neutralité de la Belgique, et donc ce document
qui en fait n'était pas du tout abouti, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui avait été discuté plus ou moins en 1866, vous voyez, qui datait. La publication de ce document fait l'effet d'un coup de tonnerre, comme dit Gladstone au Parlement à ce moment-là. Et en fait, la publication de ce document fait que la population anglaise sympathise plutôt pour la cause allemande à ce moment-là. Et cette publication aussi conforte le réflexe d'hostilité à l'égard de la France, comme le dit d'ailleurs Lord Grenville. Alors, autre chose aussi, les Britanniques peuvent suivre de manière illustrée aussi la guerre grâce à cet hebdomadaire, The Illustrated London News, qui illustre donc abondamment des scènes de bataille, ce qui se passe évidemment avant, même si la photo existe déjà, mais c'est essentiellement là des dessins. Alors il faut savoir que vous avez donc des correspondants de guerre quasiment dans tous les journaux. Les correspondants de guerre qui, en fait, n'ont pas le droit de suivre les troupes françaises, car le ministre de la guerre, que vous voyez ici, le maréchal Leboeuf, a indiqué qu'il était impossible, hors de question, que des correspondants étrangers puissent suivre les armées françaises. Conclusion, les correspondants britanniques de guerre, les correspondants de guerre, suivent la guerre auprès des troupes prussiennes, essentiellement. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant. Autre chose, les premières défaites sont immédiates. Très très vite, les défaites s'accumulent. D'ailleurs, les Anglais au départ sont assez étonnés, puisque les souvenirs qu'ils ont de la France, c'est plutôt une nation conquérante, une nation militaire. Les images bonapartistes de la conquête militaire française et de la capacité des armées françaises sont encore dans toutes les têtes. Et donc le fait que la France aille de défaite en défaite étonne au départ. Et là, bon, une des défaites importantes, la défaite de Wörth-Fröschwiller, le 6 août 1870, annonce déjà la défaite probable. On est en train de se rendre compte que la défaite de la France est très certaine, en tout cas dès le mois d'août. Ce qu'il faut noter, c'est que les observateurs observent aussi très, très bien qu'il y a une impréparation des troupes françaises. Et qu'il y a quand même entre les troupes prussiennes et les troupes françaises une différence au niveau stratégique, au niveau de la préparation, au niveau de la capacité militaire. Et ça étonne, encore une fois, nos observateurs. Alors, par exemple, il faut aussi savoir que les correspondants et dans l'opinion publique anglaise, les défaites françaises sont accompagnées à partir du mois d'août par une dénonciation aussi de la brutalité des troupes prussiennes. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui sortira en 1871 et qui décrit les brutalités prussiennes. Et vous avez un dessin aussi, là, dans une illustration, dans un journal aussi satirique, Judy, qui s'appelle « La guerre moderne ». Et on voit donc Guillaume Ier qui en fait saccage, vous voyez, tout ce qu'il trouve, etc. C'est une façon d'illustrer la façon dont se comportent les Prussiens. Bon, c'est un peu exagéré par rapport à la réalité, mais c'est intéressant de voir ce sentiment qui est présent, en tout cas, chez les Britanniques. Dès la fin du mois d'août, comme le précise par exemple le poète Robert Browning, qui se trouve en France pendant l'été 1870, dès le mois d'août, vers le milieu du mois d'août, fin du mois d'août, vous avez un sentiment de compassion qui se fait sentir au sein de l'opinion pour la poor France, l'infortune de la France, cette pauvre France, on commence à s'en inquiéter. Et il n'est pas rare donc de voir des élans de sympathie qui accompagnent notamment les dénonciations de brutalité que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Il faut savoir que les Anglais, à partir du mois d'août, se mobilisent pour venir soulager les victimes. Vous avez des ambulances britanniques qui sont présentes sur les fronts. Vous avez de l'envoi de nourriture, de vivres, qui sont relativement nombreux. Des souscriptions pour venir en aide à la France sont mises en place à partir du mois d'août 1870. Et ce, jusqu'à la fin de la guerre, près de 300 000 livres vont être récoltés, figurez-vous, pour la France. Et une illustration, justement, de Punch illustre cela très bien, l'intervention, vous voyez, entre guillemets, l'intervention de l'Angleterre. Et on voit bien, donc, cette
capacité, en tout cas de compassion, avec toutes ces bénévoles qui viennent sur les champs de bataille, ou en tout cas pour soigner les blessés. Vous voyez l'aspect de la neutralité qui est représenté ici, puisque l'Angleterre, entre guillemets, soigne à la fois un blessé français et un blessé prussien avec son casque à pointe, ce que l'on devine. Et donc, vous avez ce sentiment que la pauvre France doit être quand même aidée. Et vous avez donc, les Britanniques suivent avec beaucoup d'intérêt le siège de Strasbourg, le siège de Metz, le siège de Belfort, etc. Au jour le jour, vraiment au jour le jour, ils ont les informations dans les journaux de ce qui se passe. Et là, vous voyez la reddition de Strasbourg fin septembre, en fait, dans le Illustrated London News. Alors, la défaite de Sedan ne va pas aider l'inquiétude, évidemment, qui est perceptible chez les Britanniques. Là, vous voyez toujours dans ce journal, l'Illustrated London News, le 1er octobre 1870, cette image des prisonniers français après la bataille de Sedan et les soldats blessés prussiens qui vont revenir chez eux. Effectivement, au départ, il y a quand même une inquiétude, à la fois une inquiétude et à la fois un soulagement par rapport à la défaite de Sedan. La défaite de Sedan, je vous rappelle, c'est le 2 septembre 1870. L'empereur Napoléon III, qui était à la tête de ses troupes, est donc fait prisonnier par les Prussiens. Et à ce moment-là, eh bien, on pense que c'est une bataille qui permet pour les Prussiens de gagner la guerre. Mais ça n'est, vous le savez, ça n'est pas terminé. Mais surtout, il y a un sentiment un peu diffus. C'est-à-dire qu'à la fois, la chute de l'empereur permet de ne plus avoir d'inquiétude face à cette France peut-être conquérante et cette France impériale, cette France forte. Et puis, en même temps, la chute de l'Empire, quid du système politique ensuite ? Voilà, le 4 septembre, vous avez donc 1870, vous avez la proclamation de la République, ici au corps législatif, donc devant le Palais Bourbon, et ensuite Gambetta vient proclamer la République à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc les Anglais sont un petit peu inquiets aussi de cette situation. Quelle est cette situation politique ? C'est à Paris que la République a été proclamée. Qu'en est-il en province ? Le régime est tombé, est-ce que c'est définitif ? Donc il y a effectivement une incertitude, si vous voulez, politique, de la situation politique à ce moment-là. Regardez ici le dessin aussi de John Tenniel, qui illustre donc la victoire, vous voyez, cette Marianne conquérante avec son drapeau bleu, blanc, rouge, où il est indiqué la République, et puis vous voyez les insignes de l'empereur avec le N qui est foulé aux pieds, mais vous voyez bien que la France est loin d'avoir réglé ses soucis, puisqu'il y a encore la guerre, et la guerre qui se poursuit. Et donc, d'ailleurs, aux armes et citoyens, formez vos bataillons, qui est évidemment cité ici dans ce dessin. Donc la chute de l'Empire inquiète, effectivement, et est vue comme, par exemple, le Lloyd's Weekly Newspaper que je vous montrais tout à l'heure, considère que c'est une catastrophe sans précédent dans l'histoire. Et donc on le voit, à partir de la chute de l'Empire, il y a un basculement aussi de l'attitude des Anglais, vous voyez, cette compassion qui commence dès le mois d'août, cette inquiétude au mois de septembre, et ensuite on voit bien que l'impression générale fait que les Français sont plutôt bien vus en Angleterre, et on voit qu'il y a une évolution à ce moment-là. Harrison, donc justement Frédéric Harrison, expliquait que lui-même était favorable à la Prusse au début de la guerre et qu'il a changé d'avis quelques semaines plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est assez partagé par la population. Alors, ce qui se passe après, c'est que, vous savez, après la défaite de Sedan, il n'est pas question d'arrêter la guerre, puisque ceux qui prennent le pouvoir, les républicains qui prennent le pouvoir et qui vont former donc le gouvernement de la défense nationale, c'est-à-dire le général Trochu qui prend la tête et le ministre des Affaires étrangères, Jules Favre, qui prennent la tête donc du gouvernement, et c'est un gouvernement donc qui n'a pas de légitimité parce qu'il n'y a pas eu d'élection, nous sommes d'accord là-dessus, et qui décide de poursuivre la guerre. Et ça, c'est vu comme incompréhensible de l'autre côté de la Manche. Comment les Français veulent-ils poursuivre la guerre alors qu'ils viennent de subir une défaite et que visiblement, ils vont de défaite en défaite et que, quoi qu'il arrive, autant qu'ils arrêtent tout de suite, car de toute façon, s'ils continuent, ce sera pire après. Voilà les impressions générales. Donc effectivement,
on le voit quand Jules Favre envoie le 5 septembre, il envoie une circulaire à l'ensemble des diplomates et des agents dans l'ensemble des agents diplomatiques français à l'étranger, où il dit « Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses ». Donc c'est un jusqu'au-boutisme qui n'est pas très bien compris en Grande-Bretagne. D'ailleurs, la reine Victoria, donc là, Gladstone, alors William Gladstone, qui est donc le Premier ministre, lui, il considère que la neutralité est indispensable et il ne veut pas prendre parti, il ne dit rien d'ailleurs par rapport à la situation. Il veut rester, il considère que la Grande-Bretagne doit rester neutre et il faut ne pas prendre parti. La reine Victoria, dans un mémorandum qu'elle écrit le 9 septembre 1870, dit la chose suivante: « Les Français, évidemment, désirent la paix et en ont grand besoin, mais il semble qu'ils pensent pouvoir encore dicter les termes. C'est de la folie. » Pareil, le Daily Telegraph, il voit une politique désespérée qu'il considère non pas héroïque, mais plutôt pitoyable. Vous voyez qu'ils ont du mal à comprendre. Et pourtant, les républicains français espèrent même la médiation de l'Angleterre, mais tout cela ne va pas du tout aboutir. Cependant, Lord Lyons, qui est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, il va accepter de faire une médiation entre Jules Favre, donc le nouveau ministre des Affaires étrangères, et Bismarck, pour qu'ils puissent se rencontrer et discuter des préliminaires de paix. Jules Favre et Bismarck qui se rencontrent au château de Ferrières les 19 et 20 septembre 1870 pour essayer de discuter des préliminaires de paix. Sur cette image, vous voyez donc Bismarck, Jules Favre, et vous voyez assis Adolphe Thiers. Adolphe Thiers avait été dépêché et mandaté par le gouvernement de la Défense nationale pour faire le tour des capitales européennes et essayer de plaider la cause française. Mais cette tournée européenne était un échec. Toujours est-il que c'était un personnage important, d'où sa présence. Et en fait, Bismarck exigeait, nous sommes en septembre, il exigeait la reddition des villes qui étaient assiégées et il voulait que Paris tombe. Et donc là, évidemment, Favre considère que les termes de ces préliminaires de paix ne sont pas acceptables et donc met fin aux discussions avec Bismarck. Et donc la guerre se poursuit. Et effectivement, et Gambetta, qui est ministre de l'Intérieur dans son gouvernement, se dit partisan de la guerre à outrance. Donc on voit bien que le nouveau gouvernement français est favorable à une guerre importante. Et pour aller vraiment jusqu'au bout. Donc la Grande-Bretagne voit ces évolutions de manière émouvante et inquiète. Gladstone, encore une fois, juge la position française triste et pitoyable, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et puis vous avez quelqu'un comme John Stuart Mill, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui met ça finalement sur le compte de la nature aussi, le caractère français. Il dit « L'on craint que cette facilité à croire ce qui est agréable et à résister à l'évidence des faits, qui est propre aux habitudes des Français, ne leur fasse refuser des propositions supportables pour être réduits à subir plus tard des conditions encore plus rigoureuses. » Voilà, et donc le Times, en novembre, critique la lutte à outrance de Gambetta et parle de cette France folle, vaniteuse et orgueilleuse. Donc il y a une critique, c'est une espèce de mélange à la fois d'arrogance française, de pitié aussi pour la France. On voit bien les choses qui transparaissent en tout cas dans la presse britannique. Autre chose qu'il est important à dire, c'est que l'échec de l'entretien de Ferrières, l'échec des préliminaires de paix sont donc achevés le 20 septembre et donc c'est le début du siège de Paris. C'est-à-dire que le fait qu'on n'aboutisse pas à des préliminaires de paix, eh bien, les Prussiens décident d'assiéger Paris. Et les Parisiens, comme vous le savez, vont subir un siège entre le 19 septembre 1870 et le 19 septembre donc 1870 et 28 janvier 1871, excusez-moi, les Parisiens, donc en plein hiver, automne-hiver, vont subir ce siège absolument terrible. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, la presse britannique va essentiellement essayer de parler de la souffrance des Parisiens. Alors, la souffrance des Parisiens alors là, on voit Paris qui est prêt à se défendre, et puis on le voit, là, c'est en novembre 1870, on le voit, je ne sais pas si vous repérez, c'est l'allié de l'Allemagne. En fait, ce spectre noir, il marquait la famine.
et cette femme qui s'effondre, qui est en fait marquée Paris. Donc on voit bien l'image aussi de ce terrible siège qui est vécu par les Parisiens. Alors il faut savoir qu'il y a très très peu d'étrangers évidemment pendant le siège de Paris. Il y a quand même notamment les bénévoles. Les bénévoles, il y en a un qui a écrit des mémoires, John Furley, qui était présent pendant le siège de Paris et qui a écrit des mémoires plus tard et qui décrit donc la situation absolument terrible que vivent les Parisiens à ce moment-là. Ensuite, évidemment, la situation interroge aussi la nouvelle situation européenne, le nouvel équilibre de l'Europe, qui est la conséquence donc de la guerre franco-prussienne, interroge aussi les Britanniques sur leur neutralité, sur leur position finalement diplomatique et internationale. Il faut savoir que l'opposition conservatrice, évidemment, regrette la neutralité aussi importante du gouvernement Gladstone et aimerait qu'on aille beaucoup plus loin dans la médiation, notamment entre les deux parties, donc, notamment d'Israéli. Donc la neutralité, effectivement, est en question. Et vous voyez ici cette illustration dans Jolly, dès octobre 1870, où on voit des bobbies, vous savez, les fameux bobbies londoniens, qui se détournent un peu de cette porte qui est ouverte où on voit les souffrances, notamment des Alsaciens, etc. Donc on voit bien que la question qui est posée après la défaite de Sedan et la suite du conflit, on voit bien que pour les Britanniques, la question aussi qui leur est posée, c'est quelle position pour eux en Europe. Quel est le rôle qu'ils doivent jouer aussi en Europe? Il est évident que le regard qu'ils portent sur la guerre franco-prussienne doit aussi se lire à travers cette question-là. Et vous avez donc plutôt les milieux conservateurs qui sont assez critiques vis-à-vis du gouvernement Gladstone. Vous avez par exemple Salisbury, qui est un proche de Disraeli et qui considère que la situation présente dessert très fortement la position anglaise au niveau international. Donc il y a une critique très importante. Donc ils s'interrogent sur leur position et sur leur neutralité. Des journaux conservateurs comme le Sunday Times ou le Morning Post considèrent que c'est au gouvernement anglais d'intervenir pour apaiser les tensions et pour trouver des solutions entre les deux parties, France et Prusse. Et Salisbury, justement, à la tribune de la Chambre des communes, dit à Gladstone que la position du gouvernement n'est pas celle d'une grande puissance. Donc on voit bien que la Grande-Bretagne doit tout de même... Il est difficile, si vous voulez, pour la Grande-Bretagne d'intervenir. D'abord, elle n'en a pas les moyens, ça c'est un premier point. Elle n'est pas prête. Ce qu'elle peut faire, si vous voulez, la position qu'elle peut avoir, c'est effectivement ce que suit finalement Gladstone, c'est-à-dire une neutralité pour pouvoir ensuite avoir un rôle. C'est-à-dire que si elle prend parti, si le gouvernement prend parti, sa position sera mise en difficulté lors de la paix, lors de la signature de la paix. D'où la position de Gladstone, d'où la position de neutralité de Gladstone et du gouvernement anglais. Et la reine Victoria, d'ailleurs, est tout à fait favorable à cette position, en disant il faut que la Grande-Bretagne reste suffisamment neutre et ait de bonnes relations avec les deux parties pour pouvoir ensuite peut-être jouer un rôle de médiateur et d'influenceur. Mais il y a aussi quelque chose qui va tout de même révulser les Britanniques, ce sont en fait les conditions de paix qui vont être imposées par la Prusse et puis ensuite par l'Allemagne, car je vous rappelle que le Deuxième Reich débute le 18 janvier 1871, la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, dans la Galerie des Glaces de Versailles. Vous connaissez sans doute ce tableau. Et l'Allemagne va ensuite, donc à partir de la paix qui est signée cette fois-ci, enfin l'armistice qui est signé le 28 janvier 1871, ensuite il y a des discussions donc pour la paix. Et effectivement, les exigences prussiennes sont tout à fait impressionnantes. Par exemple, on le voit aussi là sur une illustration de John Tenniel dans Punch. Il y a marqué excessive bail. C'est en fait donc la caution excessive. C'est la justice qui dit à Bismarck, vous voyez ici, qui montre la pauvre France, vous voyez, enchaînée, qui paraît pas très inquiétante. La justice qui dit à Bismarck, votre client a été assailli et vous demandez que l'accusé soit tenu d'observer la paix pendant de nombreuses années. Mais je ne peux répondre à une demande de sécurité aussi exorbitante.
Parce qu'à ce moment-là, effectivement, mais ça, dès le mois de septembre 1870, on sait que la Prusse est prête à demander l'Alsace-Lorraine. On le sait. Et ça, alors ça ne passe pas du tout, autant vous le dire, auprès des Britanniques. Pourquoi? Parce que l'idée d'annexer un territoire, alors que les populations n'y sont pas favorables, paraît vraiment d'une politique d'un autre âge pour les Britanniques. Pour eux, ça n'est même pas envisageable. C'est-à-dire que, et donc, par exemple, je vous cite le Times plutôt libéral, la Pall Mall Gazette plutôt conservateur, qui ouvrent leur colonne à de nombreux lecteurs fortement indignés. Donc vous avez le courrier des lecteurs, hein, déjà, à ce moment-là, et vous avez donc des pages entières de lecteurs qui sont absolument indignés par ces exigences de paix. Pour l'opinion britannique, voir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes autant de cette manière bafouée est évidemment insupportable. Le Daily Telegraph écrit la chose suivante: que les exigences de la guerre excusent le vainqueur de prendre à son adversaire de l'argent, des bateaux ou même un territoire, cela passe encore, mais imposer la loi prussienne à une population hostile n'est pas acceptable. Effectivement, même pour Gladstone, alors le transfert d'une population comme ça, pour lui, c'est vraiment la politique d'un autre âge, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour Gladstone, il dit lui-même, hein, cela est répugnant pour notre civilisation moderne. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il y a des critiques très, très acerbes vis-à-vis de la position prussienne et puis la position donc allemande. Salisbury, encore lui, il dit la chose suivante, il dit un territoire cédé serait le mémorial d'une humiliation permanente. Il sent les choses assez justement. Alors, après donc la reddition effectivement de la France, vous le savez, la paix sera signée à Francfort le 10 mai 1871, donc le traité de Francfort, qui effectivement prend donc 3 départements à la France, hein, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Et avec, nous récupérons, nous conservons Belfort, vous savez, donc Belfort a été récupéré, et en échange, donc Belfort qui a tenu un siège, vous savez, remarqué et important avec d'Enfer Rochereau, qui a eu un rôle tout à fait essentiel dans la défense de Belfort. Et pour avoir Belfort, les Prussiens ont exigé de pouvoir défiler sur les Champs-Élysées le 1er mars 1871. Ça, c'est évidemment une humiliation pour les Parisiens, car nous allons passer effectivement aux Parisiens. Finalement, pour les Britanniques, ils sont certes débarrassés d'une France forte. Les inquiétudes que l'on voyait sous l'Empire, celles-là, il n'y a plus d'inquiétude. Cependant, ils découvrent une nouvelle préoccupation, c'est l'inquiétude de la prééminence du nouvel empire allemand. Voilà. Donc évidemment, et vous le savez, les Britanniques, à cette époque, au XIXe siècle, sont très attachés à l'équilibre des pouvoirs. Hein. Donc ils vont observer, même malgré leur neutralité, observer avec beaucoup d'intérêt, évidemment, ce qui se passe encore sur le continent. Alors, ce qui est très important aussi à évoquer, je viens de parler du traité de Francfort, le 10 mai 1871, mais vous avez en mai, entre mars et mai 1871, vous avez l'épisode sanglant de la Commune. L'épisode de la Commune de Paris est assez mal compris. Hein, de l'autre côté de la Manche, vous allez voir très vite ce qu'ils en disent de l'autre côté de la Manche. Et c'est un épisode chaotique qui, pour eux, montre en fait l'immaturité française, et notamment l'immaturité politique, l'immaturité idéologique des Français. Hein. Et donc, je vais évoquer cela, et ça va vraiment les impressionner de manière négative, autant vous le dire. Alors, sur les débuts de l'insurrection parisienne, juste avant, vous dire tout de même, pour que vous compreniez bien la situation. En février 1871, il y a eu des élections législatives pour élire des députés dans une assemblée unique, hein, une assemblée nationale unique, pour qu'il y ait un gouvernement représentatif, pour qu'il y ait au moins un gouvernement légitime. Il y avait donc 638 sièges, 638 circonscriptions, et vous avez les monarchistes qui l'emportent très largement,
puisque sur 638 sièges, ils obtiennent 400 sièges. Autant vous dire que les républicains sont totalement sous-représentés. Donc cette assemblée, qui, puisque Paris n'est pas en situation d'avoir le siège du gouvernement, donc d'abord il y a un repli à Bordeaux, et ensuite l'Assemblée va décider de se replier sur Versailles au mois de mars. Pourquoi? Parce que très vite, les tensions entre la ville de Paris, qui est beaucoup plus rouge, hein, je vous rappelle que les grandes villes françaises à l'époque ont plutôt voté majoritairement républicain. Ce sont les campagnes, la province française qui a envoyé une majorité monarchiste à la Chambre. Donc Paris n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Et qu'est-ce qui prend la tête du gouvernement? Ça va être Adolphe Thiers, qui est nommé chef du pouvoir exécutif, avant d'avoir plus tard le terme de président de la République. Mais Adolphe Thiers, qui est connu pour ne pas du tout sympathiser avec les tendances socialistes, et il est sur les tendances républicaines, c'est différent, mais sur les tendances socialistes, voit d'un très mauvais œil ce qui est en train de se passer à Paris. Donc on voit bien que les tensions entre début mars, tout début mars, les tensions qui existent entre l'Assemblée, le gouvernement et puis les Parisiens. De plus, des décisions vexatoires vont être prises contre les Parisiens qui ont déjà beaucoup souffert pendant évidemment le siège. Des décisions vexatoires comme la suppression de la solde des gardes nationaux, la fin du moratoire sur le paiement des loyers, qui permettait d'avoir un petit peu de largesse pour les habitants. Les troupes prussiennes qui ont été autorisées à défiler le 1er mars, qui est l'humiliation suprême pour les Parisiens qui ont essayé de lutter contre ce siège, contre les Prussiens. Et donc, vous le savez, le 18 mars, Adolphe Thiers va décider de récupérer les canons, des canons qui avaient été entreposés sur la butte Montmartre et à Belleville et qui avaient été achetés par souscription nationale par les Parisiens pour se défendre au moment du siège de Paris. Et donc le 18 mars, début de l'insurrection parisienne, début de la Commune, Thiers ordonne de désarmer la garde nationale et de prendre donc le contrôle d'à peu près 200 canons qui étaient donc entreposés à Montmartre et à Belleville. Très vite, on va voir la difficulté et les Parisiens qui vont réagir, puisque je vous rappelle que le 18 mars, vous avez 2 généraux qui vont être exécutés, qui vont être tués par les débuts de l'insurrection, le général Lecomte et le général Thomas. Donc tout cela, évidemment, va aussi durcir la position du gouvernement, puisque non seulement les troupes et le gouvernement sont ramenés à Versailles, et sont à Versailles. C'est pour ça qu'on va parler des troupes versaillaises, des Versaillais, désormais. Alors, quelle est la réaction de l'autre côté de la Manche? Pour les Britanniques, les débuts de la Commune sont proprement stupéfiants. Le Morning Post, qui est proche des milieux conservateurs, écrit le 20 mars « Il n'est pas possible de discuter avec calme des événements qui viennent de se passer à Paris. Pour la pondération anglaise, ils sont simplement incompréhensibles. » Alors, le 28 mars, vous le savez, la Commune de Paris s'autoproclame après des élections qui ont eu lieu le 26 mars et qui ont été organisées sans l'accord du gouvernement. Désormais, on parle des fédérés, des fédérés. Et ce qui étonne beaucoup de l'autre côté de la Manche, c'est notamment les idées, les principes, les décrets qui vont être publiés par la Commune de Paris. Alors effectivement, l'expérience de la Commune de Paris, vous le savez, c'est une expérience à la fois de république sociale ou socialiste. À l'époque, les Britanniques parlent de communistes ou de communalistes. C'est le terme que l'on voit dans la presse. Et ils sont tout à fait étonnés par ce qui est proposé. Donc vous savez, là, je prends tous les décrets qui étaient pris comme ça par la Commune de Paris étaient affichés sur les murs de la capitale pour que les Parisiens en prennent connaissance. Et donc vous avez la séparation de l'Église et de l'État qui était proclamée, vous avez l'abolition de la peine de mort, vous avez la suppression de la conscription, vous avez pas mal de choses. Et les Britanniques sont assez étonnés quand même par ces idées. Grosso modo, il y a 2 points qui vont scandaliser les Britanniques. Au départ, c'est les idées qui vont être proposées par la Commune de Paris, notamment qui mettent parfois en question, qui remettent en question le droit de propriété. Et deuxième aspect, les incendies, les destructions de bâtiments. Voilà, ce sont vraiment les 2 points qui vont les scandaliser.
Alors, effectivement, la question du droit de propriété, en tout cas de la liberté telle qu'ils la conçoivent, en tout cas, étonne évidemment les Britanniques. Les insurgés, écrit le journal conservateur Standard, ont montré qu'ils n'étaient pas rebelles à tel ou tel monarque, mais à la France, en étant des ennemis de la propriété, de l'ordre et de la liberté. Alors de même, le Times, par exemple, s'étonne de l'ambiance qui règne dans les clubs et des propos féministes ou anticléricaux. Il dit il y règne une hostilité à l'égard de la gente masculine, du gouvernement et des prêtres, effectivement. Et puis donc, il y a cet étonnement par rapport au regard qu'ils ont sur ces communards. Pour eux, ce sont finalement des voyous. Voilà, ça, le regard qu'ils ont de l'extérieur. D'ailleurs, John Furley, dont j'ai déjà évoqué le nom tout à l'heure, et qui est présent à Paris pendant le siège et pendant la Commune, écrit lui-même, il écrira plus tard donc, dans ses mémoires, il dit « Paris est aux mains de la plus terrible des populaces. Les meneurs sont vus comme des démagogues, et les suiveurs comme des voyous. » Le Standard aussi dit « La capitale est dominée par des voleurs, des voyous, des démagogues. » Le Daily News, plus proche des milieux libéraux, qui dit « Les communards sont des débauchés, des lâches. » Vous voyez l'image qu'ils ont. Alors il est vrai aussi, donc ce que je vous disais à l'instant, c'est que le vandalisme, le pillage, voilà, c'est bon. Le vandalisme, le pillage, notamment la place Vendôme, qui, vous le savez, va être renversée le 16 mai, et le peintre, vous savez, Gustave Courbet, qui va jouer un rôle important dans cette destruction. Le Lloyd's Weekly Newspaper, qui parle de la place Vandale, vous voyez, non pas la place Vendôme, mais la place Vandale. Autant vous dire qu'il écrit aussi « La liberté n'a jamais montré d'attitude plus odieuse ». La destruction de monuments montre combien la Commune est aux mains des voyous. Voilà ce qui transparaît dans la presse. Leur conduite est jugée écœurante par le Sunday Times. Le pillage, et notamment l'incendie de la maison d'Adolphe Thiers, c'est une atteinte à la propriété directement. Alors, le 25 mai, le Morning Post, proche des milieux conservateurs, établit la liste des bâtiments qui ont été brûlés ou détruits. Alors là, atteinte au patrimoine français. Alors, brûler le Louvre, les Tuileries. Alors là, c'est juste incompréhensible. Le Standard qui écrit, c'est le dernier signe, le Louvre et les Tuileries qui sont atteints, c'est le dernier signe probant du vrai caractère de ce mouvement stupide et brutal, dans lequel certains ont prétendu détecter un objectif noble et un but humain. Il distingue ses auteurs comme étant des ennemis de l'humanité, des cambrioleurs et de simples voleurs, qui n'ont pas plus de notion sur les causes de la régénération de la société que s'ils avaient été une troupe de gorilles. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc de telles exactions ont révulsé le monde avec horreur, écrit là aussi un journal donc proche des milieux libéraux, donc vous voyez, c'est vraiment confondu, l'Edinburgh Review. Cela donc fait des communards des insurgés brutaux. Voilà ce qu'il faut retenir. Et que leur but finalement n'est que la vengeance, que la destruction, et que les buts idéologiques qui sont proposés finalement sont passés au second plan, car ce qui transparaît, c'est essentiellement le vandalisme, les destructions, et qui est mal compris. Et vous avez ici, donc vous voyez les Tuileries, on voit le carrousel ici, et puis vous avez cette image, là aussi formidable, la leçon française, où vous voyez Britannia, qui montre, vous voyez, ce communiste, enfin ce communard plutôt, ce communard un peu bené et enfantin. Regardez comment il est représenté, tout de même. Où il y a marqué républicanisme, vous voyez, et elle montre derrière le désordre derrière en disant mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, pauvre petit idiot, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc on voit bien la façon dont est illustrée la Commune en Grande-Bretagne. Mais la semaine sanglante, qui commence le 21 mai et se termine le 28 mai 1871, cette fameuse semaine sanglante où les troupes versaillaises vont décider de rentrer dans Paris et de mettre fin à cette insurrection. Et bien là, les Britanniques sont finalement écœurés des deux côtés. Donc ça, on va le voir rapidement. La répression des troupes versaillaises jette un trouble quand même dans l'opinion, très clairement. Voilà quelques images de la semaine sanglante. Voilà ici des combats corps à corps dans les Tuileries. Vous le savez, il y a des exactions de part et d'autre.
Vous avez l'exécution des otages le 24 mai par les fédérés, et notamment les fameux otages avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, qui est quand même exécuté. Vous avez essentiellement des ecclésiastiques également. Et puis vous avez, vous le savez, les combats au cimetière du Père-Lachaise qui vont durer à la fin, et évidemment les 147 fédérés communards qui vont être exécutés par les troupes versaillaises au mur des fédérés que vous avez ici. Donc les choses se terminent de manière très violente, car en tout, la Commune de Paris, les historiens sont d'accord pour établir à peu près 20 000 morts sur l'ensemble entre mars et mai 1871. Donc ce sont quand même des chiffres tout à fait vertigineux. Donc effectivement, il y a de la part des Britanniques une critique très, très nette, une condamnation très claire de l'écrasement aussi de cette commune. Il y a un sentiment d'épouvante finalement qui prédomine fin mai. Les exactions et les tueries des deux camps sont dénoncées un peu de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, le Times écrit le 1er juin « La nature humaine recule, épouvantée devant les événements de Paris. Les crimes des insurgés ont dépassé en horreur les plus sombres attentes de ce qui pouvait se dérouler sous le drapeau rouge, mais la tuerie infligée par les soldats versaillais écœure l'âme. » Vous voyez, voilà, on est vraiment dans ce sentiment partagé. Également, par exemple, les exécutions, voilà, à la fois des otages et les exécutions des communards sont vues comme de la revanche finalement. Le Daily Telegraph, plutôt conservateur, qui met sur le même plan la cruauté des Versaillais, et la cruauté des Versaillais et le désespoir de la revanche des insurgés. Donc les deux camps sont en fait mis dos à dos pendant la Commune, et un sentiment finalement de pitié prédomine. Le Vanity Fair, alors le Vanity Fair, c'est une sorte de Elle d'aujourd'hui, c'est une sorte un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs le Vanity Fair existe toujours. C'est un journal donc qui se veut un peu sur l'actualité artistique, culturelle, et qui écrit les choses suivantes. Il dit, donc c'est dans l'éditorial, « Je ne suis certainement pas disposé à défendre la Commune, que ce soit pour ses objectifs ou pour ses actes. Pourtant, à la fin, il est impossible de ne pas s'attarder sur une comparaison entre les communards et le gouvernement de Versailles. Et si la balance est tenue équitablement, il est honnêtement difficile de choisir entre eux, et cela de n'importe quel point de vue où l'on se place. Grosso modo, la folie destructrice des Parisiens ne justifie pas pour autant la violence des troupes versaillaises. » Au final, c'est effectivement un sentiment de pitié qui prédomine, et aussi une interrogation sur la nature française, sur le caractère des Français. Le Daily Telegraph écrit la chose suivante le 27 mars. « Avec tous leurs crimes, les Parisiens sont réellement les victimes, non seulement de leur propre folie, mais aussi de la folie et de la perversité des générations précédentes. Un héritage de révolte se cache dans le sang des Français, et particulièrement du Parisien, pour lequel il n'est guère plus à blâmer que l'enfant pour la tare qui lui vient des vices de son père. 3 générations, référence évidemment à la Révolution, 3 générations n'ont pas suffi à consommer un virus aussi fiévreux que celui de 1789, engendré par une tyrannie qui, pour la cruauté et la force effrayante, n'a pas de parallèle moderne. » Voilà, vous voyez, l'image aussi qu'ils ont des Français, et c'est vrai que la Commune les encline à penser cela. Il y a donc une dénonciation du caractère français. Cela légitime finalement le réflexe des Anglais qui aiment à rappeler la propension des Français à se rebeller, à revendiquer constamment, et surtout c'est une façon aussi pour eux de pointer leur immaturité politique. Les Anglais se targuent d'être évidemment la nation la plus avancée, politiquement parlant, à cette époque. Les enseignements de la Commune, juste 2-3 mots là-dessus. Vous avez ici, toujours dans Punch, ce dessin toujours de Jane Terniel, qui est 2 pompes à incendie. Grosso modo, il y a d'un côté ce que doivent éviter les Anglais. On voit les troupes versaillaises qui mettent fin à l'insurrection. Et puis de l'autre côté, ce que les Français devraient emprunter à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que l'on voit? Cette image est très savoureuse. Je vous la décris quelques minutes. Vous avez, avec la petite couronne, vous avez Disraeli. À côté de lui, vous avez Gladstone, qui est souvent représenté par ce costume. Et puis ensuite, vous avez les ouvriers, vous voyez, le peuple anglais. Tout ce monde-là, ensemble.
Il tourne, vous voyez, ce qui permet, vous savez, les lampes à incendie, hein, on tournait à l'époque, les pompiers avaient ce genre de choses, on tourne ensemble la pompe à incendie, et vous avez Britannia qui éteint, alors c'est marqué, il y a marqué la République, la Commune, etc., qui éteint donc l'incendie français, et sur le jet d'eau, il y a marqué « common sense », le sens commun, voilà, le bon sens. Hein. Et la machine donc, qui permet de propulser l'eau, il y a marqué l'unité. Voilà. Donc, les Anglais sont capables de se rassembler pour éviter ce genre de choses. Alors, évidemment, c'est un petit peu peut-être excessif, mais vous voyez bien l'image, l'idée en tout cas, qui est véhiculée. De même, il y a cet autre dessin, pareil, de John Terniel, qui est tout proprement savoureux également, qui s'appelle « Le feu et la fumée », qui est une planche du 8 juillet 1871. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit un communard français, vous voyez, avec sa bouteille, là, qui interpelle un ouvrier anglais en lui disant « Allons, mon ami, brûlez nos tronçons sur l'autel de l'égalité ». L'ouvrier anglais répond « Merci, monsieur, mais je préfère fumer mon tabac dans le cœur de la liberté ». De même, sur la question républicaine, qui va être le vrai souci d'ailleurs des Anglais plus tard, on voit ici le lion britannique, hein, avec la couronne, et vous voyez, le petit âne français, hein, l'âne français, vous voyez, avec le petit bonnet phrygien, enfin le petit bonnet où vous voyez, il est marqué République, et le lion qui pousse comme ça le petit bonnet, et qui dit « Que peut promettre votre bonnet que ma couronne ne peut offrir ?» Voilà. Alors, pour terminer là-dessus, juste petite conclusion très rapide, pour vous dire la chose suivante. D'abord, vous l'avez compris, les Britanniques suivent avec énormément d'intérêt, énormément de curiosité, mais aussi beaucoup d'inquiétude et de préoccupation ces 12 mois de cette fameuse année terrible française. Les sentiments sont contrastés, on le voit. Au départ, il y a une dénonciation très nette du pays qui a enclenché la guerre, c'est-à-dire la France. Et puis très vite, cette compassion qui se fait sentir vis-à-vis de la France. Et puis surtout pour la souffrance à la fois des Français et des Parisiens. Mais surtout, ce qu'il me paraît important à dire, c'est que les Anglais observent quand même tout cela de leur point de vue, à la fois par rapport aux images, évidemment, qu'ils ont de la France, par rapport à l'histoire commune que nous avons depuis un siècle. Et puis, les Britanniques observent aussi tout cela par rapport à leur propre situation internationale, évidemment. La situation qui se passe après la guerre franco-prussienne et le règlement de la paix les inquiète au premier chef par rapport à l'équilibre européen, par rapport à la nouvelle situation européenne. Le fait que la France soit aussi affaiblie et humiliée n'est pas forcément une bonne chose. Que la Prusse et l'Allemagne, désormais, soient aussi importantes au centre du continent ne les rassure pas non plus. Cependant, il n'est pas du tout question pour les Britanniques à l'époque de sortir de leur neutralité et sortir de ce qu'on va appeler le splendide isolement. Il n'en est pas encore question. Cependant, ils restent, et ça ce sera vrai jusqu'en 1914, ils restent des observateurs extrêmement attentifs de ce qui se passe sur le continent, et ce n'est pas parce qu'ils sont dans le splendide isolement qu'ils ne sont pas très présents en fait sur les questions européennes et qu'ils n'observent pas avec beaucoup de préoccupation ce qui se passe en Europe. Donc voilà pour ce regard, en tout cas des Britanniques, pendant cette année terrible. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce changement de perspective. Et puis maintenant, comme d'habitude, la parole est à la salle. Donc, vous êtes nombreux. J'imagine que vous avez de nombreuses questions. Oui, merci. Madame, merci pour cette conférence très intéressante. J'ai été surpris dans vos propos en parlant de l'Alsace-Lorraine ou l'Alsace-la-Moselle, plus précisément, que les populations n'étaient pas favorables. Or, les Allemands, ils ont pris l'Alsace-Moselle. C'était pas dénué de tout fondement. On y parlait des dialectes allemands. Et je n'ai jamais entendu, mais je suis pas du tout historien, je suis pas du tout spécialiste, je n'ai jamais entendu parler d'une résistance de ces populations vis-à-vis de l'occupant allemand. Alors peut-être qu'il y en a eu, j'en ai jamais entendu parler, mais en revanche, en lisant un livre il y a quelque temps sur la famille de Wendel, les fameux sidérurgistes,
l'Allemagne avait décidé de nationaliser toute la sidérurgie dès lors qu'elle était, que le propriétaire n'était pas allemand. Et les Wendel ont pris la nationalité allemande. Alors, donc pour vous répondre sur la population, alors si l'hostilité est très forte, l'hostilité est non seulement très forte, et elle se caractérise lorsque donc l'Alsace-Moselle sont pris par les Allemands. Il va y avoir des députés de ces régions-là qui sont envoyés au Reichstag. Et tous les députés sont des députés en fait opposés systématiquement à la politique allemande et sont dans une attitude d'opposition et surtout de ne pas vouloir coopérer, de non-coopération. Donc il y a effectivement une résistance importante. Alors maintenant, il est évident que les générations, parce que quand même jusqu'en 1919 vous allez avoir une génération entière, eh bien ceux qui parlent allemand, qui ont accepté de rester en Allemagne, puisque je vous rappelle qu'il y avait la possibilité pour ceux qui souhaitaient rester en France d'être rapatriés en France, et donc de quitter leur lieu de résidence en Alsace-Moselle. Mais ceux qui sont restés, forcément ensuite ils prennent le pli pour parler allemand, à tel point qu'en 1919 il sera d'ailleurs compliqué pour qu'ils reviennent aux Français. Mais les populations restent avec une certaine hostilité tout de même, même si évidemment jusqu'en 1919 les choses vont s'atténuer. Voilà. Peut-être dire une erreur, mais je voulais savoir si Marx était encore à Londres et s'il n'y avait pas quand même des courants socialistes qui pouvaient prendre position. Ou... Absolument. Alors, en ce qui concerne Marx, qui est à Londres, effectivement, qui va mourir à Londres d'ailleurs, en 83, et qui écrit Le Capital à Londres, enfin, il est vraiment très présent. Il faut savoir en fait que les ouvriers britanniques et le monde ouvrier ou même intellectuel ne lit vraiment Marx qu'à partir des années 1880. Ça, c'est un premier point. À part des milieux très proches de lui, si vous voulez, bien sûr qu'il y en a. Autre chose, par exemple, les mouvements. Il y a un mouvement marxiste qui va être effectivement créé par Henry Heinemann, mais c'est plus tardif, c'est dans les années 1880. Et qui ensuite d'ailleurs se rapprochera du début du parti travailliste qui débute. Et donc en fait vous avez très peu... Le marxisme ne prend pas en fait racine en Grande-Bretagne. Ne prend pas racine, et on le voit d'ailleurs, le parti travailliste ne sera pas du tout proche des principes marxistes. Et donc vous avez effectivement un entourage en tout cas de Marx, vous avez effectivement des proches de Karl Marx à Londres qui sont évidemment qui sont proches de ses idées et qui regardent avec d'autres yeux que ce que je viens de dire, évidemment la Commune, c'est évident, avec beaucoup d'intérêt là pour le coup. Mais on ne peut pas dire du tout que ce soit une opinion qui se généralise, pas du tout. Là, c'est vrai que j'ai évoqué, le temps nous manquait, mais j'ai évoqué surtout les sentiments majoritairement partagés. Voilà. Bonjour madame, qu'est devenu l'ambassadeur et l'ambassade de Grande-Bretagne pendant le siège de la Commune? Merci. Oui. Alors, Lord Lyons, qui est donc toujours l'ambassadeur français, suit donc le gouvernement à Bordeaux d'abord et ensuite à Versailles. Voilà. Donc les diplomates sont auprès du gouvernement à Versailles pendant toute la Commune et en fait ont quitté Paris dès le siège de Paris. À partir de septembre, vous n'avez plus un seul agent diplomatique à Paris. Ils sont tous à Bordeaux, repliés sur Bordeaux, enfin voilà, et puis ensuite à Versailles. Où ça? À Versailles? Où est-ce qu'elle se situe, l'ambassade? Oui, c'est ça. Oui. Mais vous voulez dire... Ah, pardon, je ne comprenais pas la question. Elle l'a souffert, je ne crois pas. C'est une bonne question, ça, je ne crois pas. Oui, un grand merci pour cette conférence. Je voulais vous demander, est-ce que justement il y a eu des statistiques de fait pour le nombre d'exilés justement je vais dire Alsace-Lorraine, Moselle, enfin, qui ont été obligés de quitter leur territoire pour venir dans la Marne, la Haute-Marne, sur Paris, parce que moi je connais beaucoup de familles qui sont parties à ce moment-là. Mais est-ce que effectivement on a pu chiffrer à cette époque-là le nombre de départs? Alors il y a eu des recensements. Pardon? Oui. Il y a eu des recensements, absolument. J'avoue que je ne connais pas les chiffres. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais il y a eu effectivement des recensements, je crois, assez précis. On peut les trouver.
peut les trouver. Mais c'est une proportion, en tout cas c'est une proportion, alors c'est moins de, c'est autour de 20%, hein, pas plus, hein, même pas, maximum, un grand maximum. Mais vous avez quand même une population non négligeable, si vous voulez, qui s'est déplacée elle-même. Oui. Que dit la presse britannique sur l'arrivée des exilés français à Londres, donc avec 2 vagues, celle jusqu'au siège de Paris et celle des communards qui arrivent après. Dans l'exposition, nous montrons Dalou qui est finalement plutôt bien accueilli par des Britanniques et non des rouges, hein, puisqu'il est bien reçu dans certains milieux aristocratiques. Donc avez-vous quelques éléments à nous donner sur ce sujet ? Alors effectivement, les exilés français qui arrivent à Londres sont plutôt bien accueillis, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Napoléon III lui-même et sa famille arrivent en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est vraiment, mais ça je pense que vous le savez, est vraiment le pays des exilés à cette époque. Hein. Et qu'il soit rouge, en tout cas, regardez Marx. Marx est accepté comme Napoléon III, comme avant lui Charles X, voilà. Donc vous avez plutôt la presse, si vous voulez, comme la façon dont elle réagit, c'est normal. En fait, nous sommes le pays de la liberté, c'est normal que vous veniez chez nous. Il y a un peu cette idée-là quand même qui transparaît. Voilà. Je n'ai pas d'article précis à vous citer, mais en général, les exilés sont plutôt bien accueillis en Grande-Bretagne. Alors, voilà, ensuite, est-ce qu'ils s'intègrent plus ou moins dans leur nouveau, le nouveau paysage, c'est encore autre chose. Mais en général, alors très souvent, ceux qui ont des liens déjà avec des artistes, par exemple en Grande-Bretagne, c'est déjà plus facile. Ceux qui viennent sans avoir beaucoup de connaissances, ça c'est plus compliqué. Voilà. Et puis ceux qui ne parlent pas anglais, ça aussi c'est plus compliqué. Bon, alors, il nous reste à clore la séance et à vous remercier encore une fois. Merci beaucoup à vous.